Ok, bon bah du coup, moi je vais vous parler des indicateurs de performance en maintenance. Dans un premier temps, je vais du coup vous présenter mon parcours, le Safran, et ensuite je vous parlerai du coup des indicateurs. Alors moi, donc je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans et j'ai commencé mon parcours un peu atypique par un lycée, un lycée agricole où j'ai fait un bac S option écologie, agronomie, territoire. Donc pas grand chose à voir avec la maintenance, j'avoue. Et en sortant de là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je pourrais facilement trouver du travail plus tard? C'était un peu l'optique de me dire, dans quel milieu je vais moins galérer à trouver du travail? Alors je me suis dit, bon, la maintenance, c'est un truc, normalement, on a toujours besoin de quelqu'un qui répare des machines, même si les robots, l'amélioration, tout ça, on peut toujours s'en sortir. Et je me suis dit je me suis dit qu'aller visiter l'IUT, ça pourrait être sympa, pour avoir un premier avis de qu'est-ce que c'est. Et j'ai eu la chance d'avoir une visite avec un apprenti qui était passionné par ce qu'il faisait et qui m'a du coup vraiment donné envie. Donc le premier, c'était, il m'avait vraiment donné envie de me lancer dans ce métier. De deux, l'alternance, je me suis dit, je vais me frotter un petit peu au métier, je vais savoir ce que c'est, l'entreprise, savoir qu'est-ce qui pouvait m'attendre après, du coup, en une première expérience. Et donc j'ai commencé après beaucoup de galères pour trouver une entreprise chez Wienerberger. Donc pour un petit chiffre, j'ai envoyé à peu près 50 lettres de motivation et CV. J'ai reçu 2 réponses, une négative, une positive. Le choix n'a pas été trop compliqué, même si j'aurais préféré choisir, je dois dire, parce que ça n'a pas été les 2 années les plus faciles pour moi, sachant que j'étais une fille, j'avais 18 ans, c'était la première fois que je rencontrais des gens, des industriels qui, eux, j'avais l'impression que c'était aussi la première fois qu'ils rencontraient une jeune de 18 ans. Donc le contact n'a pas été facile tous les jours, je dois dire. Et j'ai mis globalement, parce qu'à l'époque j'étais timide, on s'en rend pas compte comme ça, mais à l'époque je parlais à personne et j'étais archi timide. Donc arriver dans un milieu où il faut se faire un petit peu une place, parce que il y a des projets qui vont arriver, il y a un diplôme à la fin à avoir, ça n'a pas été de tout repos. Et j'ai mis à peu près 1 an à me faire à l'idée que ça allait bien se passer. Pendant la première année, je me suis vraiment dit que ça allait pas bien se passer. Mais au final, apprendre à connaître les gens, savoir qui ils sont, d'où ils viennent, et savoir qu'au final, ils sont gentils, ça m'a aidé quand même un petit peu, mais au bout d'1 an quand même. Donc ça a été compliqué de me mettre dedans, de trouver ma place, de trouver un rapport, parce que du coup, ce que j'ai fait en plus, pas un petit sujet, c'était de mettre en place la GMAO de SAP. Donc déjà, mettre une GMAO en place, c'est pas facile. Mettre la GMAO de SAP, si les gens l'ont déjà vue, c'est encore plus compliqué. Même si elle est bien, mais c'est pas facile. Sachant que du coup, la moyenne d'âge, c'était à peu près 45 ans. Je vous laisse imaginer les mecs sur un ordinateur, c'était pas compliqué. Et donc donc j'avais fait en plus, la doc technique était en allemand. Forcément, on en reparlera des docs techniques, mais la doc technique en allemand, sachant que je faisais anglais deuxième langue, c'était compliqué. Donc ça m'a aussi forcé à aller les voir. Et donc après avoir fait toute l'arborescence du parc machine, on l'a intégré dans SAP et j'ai commencé à faire les formations. C'est d'ailleurs mon successeur de l'IUT qui a mis en place la GMAO vraiment sur le site de Betschdorf, Laurent. Et donc voilà, et forte de cette super expérience et avec des notes passables, faut dire. Madame Zut m'avait proposé de continuer en école d'Inge et donc j'ai fait pas mal de concours. Les concours, faut savoir, il y a des gens qui sont faits pour ça, des gens qui sont pas faits pour ça. Moi, j'étais pas fait pour ça. Du coup, j'ai eu l'opportunité, avec Ingénieur 2000, sur laquelle on a déjà parlé, de participer à ce qu'ils ont appelé un parcours d'excellence. Ça veut dire que quand on est dans les 20% premiers de sa promo, on a plus de chances d'accéder suite à des entretiens. Donc j'ai été prise avec entretien à l'ESIP, École supérieure des ingénieurs de Paris-Est, en maintenance et fiabilité des processus industriels, qui est du coup la suite parfaitement logique au DUT. Et donc la première année, c'était de la revue de tout ce qu'on avait vu au DUT. Et avec cette alternance, enfin cette école d'Inge, j'ai pu intégrer dans la première année Mondelez, qui ensuite s'est fait racheter par CPK Production sous le nom de Carambar & Co. Donc Mondelez, ça fait tout ce qui est Belin, Milka, Lu, merci. Et Carambar, du coup, avait décidé de reprendre toutes les
toutes les marques un peu françaises. Vichy, effectivement, n'importe quoi. À Strasbourg, il y a Suchard qui faisait partie de Mondelez et qui a donc été racheté par Carambar. Il y a Poulain, les Carambar du coup. Et donc, dans cette usine, la première année, j'ai pu faire pareil, l'arborescence du parc machine de la ligne Suchard, donc du fameux rocher, et pour l'intégrer dans une GMAO. Quand je suis revenue en deuxième année, ça avait un petit peu changé parce que donc on avait été racheté. Il y avait des lignes qui s'en allaient, des lignes qui arrivaient, et donc avec Carambar qui redore les marques françaises, il y a eu Therese, pas du tout français, qui s'est installé à Strasbourg. Et donc Therese, c'est des chocolats à l'orange qui sont exportés principalement au Japon, au Canada, en Angleterre. Parce que de toute façon, il n'y a que ces gens comme ça qui mangent du chocolat à l'orange. Ici, c'est pas trop notre truc. Et donc, ils installaient 2 nouvelles lignes de production. Donc, dans ma deuxième année, mon projet, ça a été de former les techniciens, de former les opérateurs et de monter en compétence la ligne de production par des petites améliorations du lean, désolé. Et donc, du coup, de porter un petit peu les techniciens et les opérateurs à avoir confiance sur leurs lignes, sachant qu'elles étaient automatisées et que c'était beaucoup de nouvelles lignes de production. Dans ma troisième année, le premier semestre, j'ai eu l'opportunité de partir en Erasmus en République tchèque dans une école spécialisée dans l'aéronautique. Donc ça, c'était un peu, pour moi, c'était l'opportunité de découvrir des nouvelles cultures, de nouvelles façons de faire, de pratiquer l'anglais, parce que c'est quand même important. Et aussi de valider mon premier semestre d'école d'ingénieur. Et en deuxième année, du coup, enfin en deuxième semestre de la troisième année, l'objectif, ça a été de monter en compétence une deuxième ligne de production et du coup de former, pareil, les opérateurs et les techniciens sur la ligne. Et ce qui a été assez important et ce qui m'a beaucoup marqué dans cette dernière session, c'est que sur cette ligne, on n'arrivait pas à faire, alors ça va peut-être sembler anodin par rapport aux tonnes d'alu ou de choses qu'on a vues, mais nous, on devait faire 14 tonnes par poste de chocolat et on arrivait à 7 tonnes. Pas trop à l'objectif. Et à un moment donné, on s'est dit, bah, OK, on va faire une journée entière de nettoyage de la ligne. Parce que du coup, il y avait du chocolat, le chocolat avec le chaud, ça fond. Il y avait du carton, ça fait de la poussière. Il y a du plastique, ça fait de la poussière. L'alu, ça colle. Donc, on a décidé de tout nettoyer en entier. Et après un deuxième poste de remise en route parce que tout était déréglé, on a fait 16 tonnes dans le poste d'après. Donc, c'est devenu une routine de se dire que toutes les semaines, on arrête une équipe en entier pour faire tout le nettoyage de la ligne. On perd une équipe, mais au final, on la gagne dans tout ce qu'on ne perd pas au fur et à mesure de l'encrassement de la chaîne. Voilà. Donc ça m'a aussi... c'était intéressant dans le sens où j'ai commencé à prendre ma place dans le milieu industriel et à un peu, au moins me faire... avoir une place un peu de support et d'aide au diagnostic des techniciens. Et du coup, tout de suite après ça, j'ai eu l'opportunité de travailler chez Safran. Donc ça fait un peu 3 milieux différents. J'ai travaillé dans le bâtiment, puis dans l'agroalimentaire, et là je vais dans l'aéronautique. Et chez Safran, ils m'ont embauché en tant qu'ingénieur méthode maintenance, donc pour mettre en place des indicateurs, ça tombe bien, c'est le sujet du jour, et aussi suivre un petit peu la mise en place de la GMAO, encore, parce qu'ils avaient changé 1 an et demi avant, et en fait, il n'y avait pas eu de formation. Les techniciens n'avaient pas été aidés à travailler sur cette GMAO, donc forcément, le management du changement, ça a été compliqué aussi. Et donc moi, j'arrivais avec mes 5 ans d'expérience à dire que la GMAO, c'est bien parce que je l'avais mis en place dans mes 2 dernières expériences, et en plus que ça pouvait nous aider à travailler mieux. Mais du coup, avant de parler des indicateurs, je vais du coup vous présenter Safran, si jamais quelqu'un ne connaît pas. Safran, c'est le leader mondial de l'aéronautique. On est du coup 80 000 dans 27 pays. Je vous passe tous les autres chiffres. Il y a plein de Safran différents. Moi, je travaille chez Safran Landing System. Il y a Safran Nacelle, Safran Aircraft Engine, donc les moteurs, les sièges, tout ce qui fait partie de l'avion. Il y a au moins une pièce qui est fabriquée chez Safran. Et Safran en France, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est 50% de la population mondiale. Et donc, il y a quasiment aussi tous les corps de métier qui sont représentés en France.
ce qui est une bonne opportunité pour changer de métier sans forcément changer d'entreprise de temps en temps. Donc moi, je travaille chez Safran Landing System qui font les roues et les freins et la rénovation aussi de tout le train d'atterrissage. Donc les roues, c'est... je vais voir si ma petite lumière, elle marche. Donc ça, c'est un frein. C'est un frein au carbone, on verra après. Et donc en fait, on fait l'usinage de la roue, l'usinage de toutes les pièces hydrauliques de l'avion, le frein en carbone, et ensuite, ce qui se passe aussi, c'est qu'une fois que, comme la révision de la voiture, l'avion c'est pareil. Le train d'atterrissage, il nous le renvoie. Il passe par un millier de traitements thermiques, de traitements chimiques. Il est décapé, repeint, remonté et réenvoyé. Voilà. Pour info, donc ça, Molsheim, le site de Molsheim fait partie de Safran Landing System. Alors, je ne vous fais pas l'historique complet, hein, mais en gros, il y a eu des rachats, puis des re-rachats. Et donc, depuis 2016, on est Safran, qui regroupe du coup toutes les autres entités qui ont existé avant. Et donc, le site de Molsheim, c'est 900 personnes qui donc regroupent la partie usinage des roues, usinage des freins et du coup, tous les traitements thermiques. Et la petite particularité du site de Molsheim, c'est que donc depuis peu, on fait des freins carbone au lieu de faire des freins acier, qui sont donc beaucoup plus fiables, beaucoup plus énergétiques. Je ne sais pas ça que je veux dire, efficient, merci. Et en plus, pour nous, c'est beaucoup plus rentable. Parce que à l'époque, le frein acier, en fait, un frein, ça réduit au final que ça freine, forcément. Et avant, on les jetait et on en remettait des nouveaux. Avec le frein carbone, en fait, à partir d'une certaine durée de vie, le frein il va rétrécir et on va pouvoir les réutiliser. Donc 2 freins usés peuvent refaire un frein. Enfin, 2 plaques, elles sont collées ensemble et du coup, ça devient un frein. En gros. Voilà. Et donc du coup, moi, je suis arrivée chez Safran donc, principalement pour faire des indicateurs. Et j'aime bien un peu imager ce que je raconte. Du coup, je suis partie pour expliquer un petit peu la base d'un indicateur et qu'est-ce qu'on en fait avec. Je trouvais que ça collait bien avec un coureur. Le marathon de Paris, c'était dimanche. Je me suis dit que c'était pas mal. Et donc, en fait, les indicateurs, c'est quoi ? C'est tout ce qui va nous dire si notre machine, elle est performante et si elle est à l'objectif qu'on attend. Si son état de santé est bien. Donc, un coureur, quand il va courir, il va avoir une certaine vitesse à avoir pour atteindre son objectif. Et cette vitesse, elle va être, il va y avoir des paramètres qui vont être suivis. Typiquement, il a faim, il va courir moins vite. Il a des chaussures usées ou trouées, il va courir moins vite. Il a, je sais pas moi, un sac à dos qui lui fait mal au dos, il va courir moins vite. Et de temps en temps, il va avoir des douleurs qui vont faire qu'il va devoir aller chez le médecin. En fait, les indicateurs, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que nous, en fonction des indicateurs, toutes les semaines, on va se dire que il y a des choses qu'il faut vérifier toutes les semaines, qui peuvent être vérifiées par des opérateurs. On va dire que c'est une MAN, comme le coureur, il faut qu'il se nourrisse tous les jours. Et la MAN, c'est vérifier que tout se passe bien sur l'équipement. Il va devoir parfois changer de chaussures, le coureur. Il va devoir changer de sac, changer d'habit. Ça, c'est la M2N, c'est-à-dire que de temps en temps, on va devoir faire une vidange sur la machine, on va devoir changer les roulements parce qu'ils sont usés avant qu'ils cassent. Et ensuite, de temps en temps, le coureur il va chez le médecin pour avoir une ordonnance ou parce qu'il a mal quelque part. Et là, du coup, on va faire intervenir le technicien, ce que nous, on appelle la maintenance de 3e niveau. Et donc, tout ça, c'est suivi par des indicateurs qui vont nous donner l'état de vie de la machine. Et donc, ces indicateurs, en fait, ils sont définis par le client. Tout d'abord, le client, il va nous donner une efficience, il va nous donner un niveau attendu de la machine. Ce client, c'est qui ? Pour la maintenance, c'est la production, c'est la qualité, parce que si les pièces, elles sont non conformes, parce que la machine, elle tourne pas bien, la qualité va pas être contente, et c'est le contrôleur de gestion par rapport au coût que nous coûte cette machine. Et tous ces trois clients, ils vont nous faire ce qu'on appelle un SWOT. Donc, ce qui va nous donner nos axes de progrès, nos forces, nos faiblesses et ensuite les enjeux qui sont attendus au courant de l'année ou des 5 prochaines années. Et avec donc cette matrice des enjeux, les différents, pour nous, la GMAO, c'est CARL et déjà les standards définis
par Safran, qui est donc déjà un groupe assez conséquent, qui a pas mal d'historique et qui a pas mal de vécu et d'indicateurs par rapport à la maintenance, on va construire des indicateurs. Ces indicateurs, en tout cas pour nous, c'est typiquement le nombre de moyens vitaux à disponibilité non nominale. Ça veut dire que on va savoir le nombre de machines qui sont en panne, leur fréquence de panne. Voilà, donc tout ce qui est pareil, le temps moyen de réparation, savoir que ok, une panne, on ne peut pas prévoir le temps que ça va prendre, mais on peut voir la moyenne de temps de panne, de savoir si il y a eu un mois où on a eu beaucoup plus de panne que prévu, ou si on a eu juste une grosse intervention qui a pris du temps. Pareil, le temps moyen de bon fonctionnement entre deux pannes. Il y a des machines qui vont tourner en 3-8 et que donc on va s'accorder de dire que on a le droit à une panne par jour. Parce qu'on a dupliqué cet équipement pour qu'il puisse être compensé, si jamais il s'arrête. La réactivité aussi de l'équipe de maintenance, savoir sur un équipement, alors nous dans l'aviation, c'est un peu, dans l'aéronautique, c'est un peu biaisé, mais je pense qu'en chimie ou en pharmaceutique, il faut être assez réactif quand on intervient. Donc pareil, on s'est dit que la réactivité sur le temps que le technicien vient, diagnostique, trouve une solution et sache nous dire combien de temps ça va prendre, il fallait qu'on le suive aussi. La SSE, on ne reviendra pas dessus, on sait tous que la sécurité c'est important. Et donc tous ces objectifs, ils sont aussi donnés on parlait d'OI ou de TRS, c'est la prod qui nous donne cet indicateur pour que du coup on puisse se caler dessus. Le Pareto des pannes, je ne reviendrai pas sur le 80-20, la courbe en baignoire, tout ça, on sait que c'est super important de suivre. Et donc nous, on suit aussi par rapport à nos 500 moyens sur le site, lesquels sont les plus critiques ou pas, pour savoir à peu près le temps qu'on a pour intervenir dessus, et en cas de doute, lequel on priorise. Du coup, je vous ai mis quelques exemples d'indicateurs qu'on suit, sauf celui en bas à droite. J'avoue que chez moi, je ne suis pas encore les Pareto, donc j'ai eu un peu du mal à en trouver un. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que les indicateurs, ils sont évolutifs. Des indicateurs, s'ils sont évolutifs, pourquoi? Parce que on se donne un objectif et on va essayer de suivre cet objectif par rapport à des indicateurs. Si l'indicateur il est vert trop longtemps, ça veut dire qu'on a acquis assez d'expérience par rapport à ça et qu'on va pouvoir le faire évoluer. Et en plus, tous les indicateurs sont là pour mettre en place des plans d'action qui vont faire évoluer cet indicateur. Donc en fait, c'est un peu un cercle, c'est le cercle de la vie de la machine, c'est de se dire qu'il y a un point bloquant, on va continuer à travailler dessus, une fois qu'il est plus bloquant, il y en aura certainement un autre, jusqu'à ce qu'on se pose la question de se dire si la machine est trop vieille et qu'on passe trop de temps dessus, et du coup de devoir la changer. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, quel bonheur de voir ça. Surtout de retrouver des choses qu'on avait vues en TD. Attention avec les Pareto, on s'occupe souvent de la partie gauche, mais on oublie la partie droite, alors que c'est la partie droite qui emmerde les opérateurs, les micros arrêts. Très bien aussi, puisque voilà, de préciser que TBF, c'est temps de bon fonctionnement entre deux défaillances. C'est time between failure. Parce que très souvent, bon, ce n'était pas dans le graphique, mais tu l'as dit, très souvent les gens mélangent les deux sans se poser de questions. Bienvenue à notre caporal. Des questions? Alors, les indicateurs, ils viennent de la... Vous récupérez ça, vous faites du retour d'expérience de votre GMAO. C'est bien ça? Principalement. C'est le seul moyen d'ailleurs qu'on a actuellement. Après, on a du coup des suivis d'équipements sur les machines qui nous permettent aussi de suivre en plus. Mais l'objectif de la GMAO, pour nous en tout cas, c'est d'historiser le maximum d'informations. Alors, ce n'est pas pour te piéger, mais quelle est la fiabilité des données rentrées dans la GMAO? Est-ce que les techniciens remplissent correctement les comptes rendus d'intervention ou c'est... Alors, ça a été compliqué, mais du coup, on a même mis un indicateur pour suivre la justesse des interventions des techniciens sur la GMAO. Parce que quand je suis arrivé, on était à peu près 250 demandes d'intervention, ce qui n'est pas gérable pour 8 techniciens. Et donc là, le premier objectif, ça a été de faire le tri de tout ça. Et donc après, d'actualiser, on est maintenant à une dizaine de demandes d'intervention par jour. Ce qui reste beaucoup, mais plus gérable.
Donc ça veut dire qu'ils ont pris en compte nos demandes. Et donc, les comptes rendus sont remplis d'une manière vocale? Parce que je sais que Carl développe. Vous avez peut-être pas la solution Carl Touch? Non, pas encore. Je me bats pour, mais on l'a pas encore. Oui, parce que l'avantage de dicter son compte rendu, on fait abstraction des gens qui hésitent à rédiger un compte rendu parce que on va se moquer d'eux, parce qu'ils font des fautes, parce que très souvent, on ne sait pas quoi mettre, hein, donc on met RAS et donc on se retrouve avec un pourcentage plutôt élevé. Et ces freins peuvent être levés éventuellement avec ce type d'outil. Est-ce que vous faites un partage d'expérience au niveau national, au niveau des différentes installations? Parce qu'il doit y avoir quand même des choses qui sont un peu communes dans les approches. Bah, typiquement, donc, Carl, c'est généralisé groupe. Hein. On est, bon, au moins en France, il y a 5 sites qui l'ont. Safran Landing System, parce que du coup, on a Carl chez Safran Aircraft Engine aussi, mais ils n'ont pas les mêmes développements que nous, donc on ne peut pas parler de la même GMAO. Maintenant, nous, on communique beaucoup sur SLS de tous ceux qui ont Carl et qui l'utilisent. On peut regarder les stocks des différents sites. Les indicateurs aussi, on partage, sachant que là, en plus, on est en train de refaire un projet groupe sur tous les indicateurs de maintenance. Et je voulais dire encore un truc, mais j'ai oublié. J'avais aussi une autre question par rapport au point d'amélioration. Je me souviens vaguement, quand j'étais venu il y a quelques temps, il y avait le système des boîtes à idées. Alors, est-ce que ça existe toujours, ça? Alors voilà, ça a été abandonné parce que à un moment, c'était prévisible. Hein. C'est-à-dire que l'approche était de dire, moi, je propose une amélioration et je vais être rémunéré pour ça. Et donc, il y en a qui proposaient n'importe quoi, hein, en disant, c'est une idée. Hein. Le fait de déplacer, par exemple, la poubelle, c'est une idée, donc j'aimerais. Bon. Mais on revient un petit peu sur ces aspects parce que souvent, les opérateurs, hein, c'est ceux qui sont les premiers concernés. Et souvent, c'est ceux qu'on écoute le moins, hein, alors qu'en fait, c'est eux qui ont l'information. Donc, au niveau GMAO, chez vous, c'est un outil intéressant. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas. Et pourquoi avoir choisi ça et pas SAP comme tout le monde? Tu le sais, ça? Non, ça a été déjà le choix. Parce que toi, jusqu'à maintenant, ça doit être du luxe, hein, parce que tu as toujours travaillé sur SAP. Se retrouver avec un vrai outil maintenance, métier, c'est quand même beaucoup plus pratique et plus facile à faire adhérer, surtout au niveau des techniciens. Bah, c'est différent. Hein. SAP, c'est pas comparable. SAP, quand on l'utilise bien, c'est aussi un bel outil. Et c'est comme toutes les GMAO, je pense que celle-là, on l'utilise à 40% de toutes ses capacités parce qu'on ne prend pas le temps de développer l'outil comme on devrait. On n'a pas l'équipe pour développer l'outil comme on voudrait. Donc c'est toujours un peu compliqué d'utiliser et de se dire qu'on pourrait faire tellement de choses avec cet outil si on avait tout mis en place dès le départ. J'avais connu Mobility Work aussi, qui est plus le Facebook de la GMAO. Chez Mondelez. Chez Mondelez. C'est des systèmes différents auxquels il faut s'adapter à chaque fois, mais tous sont bons. Voilà, le principal problème, c'est qu'il faut penser à ceux qui vont être les utilisateurs. Et c'est bien de demander aux utilisateurs ce qu'ils en pensent et non pas imposer. Parce que quand on impose, je n'ai rien contre SAP, hein, mais on va dire un logiciel de ce type-là, heureusement qu'il acceptait les imports-exports Excel. Hein, parce que très souvent, ça marchait comme ça. On est dans les temps, je crois. Alors, le suivant, il va arriver bientôt. Je pense qu'il devrait déjà être là, donc il ne devrait pas tarder. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, très bien. Écoute, merci beaucoup.